Cette partie-là, c'est modélisé donc par différents trucs d'atmosphère, c'est pas grave. Et là, à la rigueur, ça c'est une situation d'été, donc par exemple, celle du 9 juin 2014, donc, qui est très connue, et d'ailleurs, il date entre le 8 et le 10. Donc là, on voit un potentiel, est-ce que ça reste encore un modèle, si vraiment ils sont restés, voilà, un potentiel risque orageux sur cette région-là, donc la région, la région centre, Normandie, ouest, Île-de-France, et puis Picardie. Et puis d'autres qui remontent d'Espagne, et puis d'autres sur les massifs alpins. Voilà, la région centre là. Voilà, vas-y, continue. Ah bah oui, bah c'est bon, t'es sûr. Bon ben d'accord. Vas-y. Oh là, c'est les trucs que je connais plus. Là, je le vois quand on me dit ça. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. La carte de l'humidité relative à 2 mètres, donc très utile aussi pour tout ce qui va concerner les zones pluvieuses. Donc plus on va avoir une humidité présente, plus le risque de pluie sera présent. Et vice versa si on n'a pas beaucoup d'humidité. Donc dans la zone où on a vu les pluies possiblement orageuses à la même heure, on voit que le potentiel pluvieux peut être, on va dire, marqué. Et alors que là, tout de suite, les orages vont être un petit peu plus... La tête qui fume. Rigole. T'avais dit de vérifier les fautes aussi. Mais sérieux, regarde. Mais c'est la tête qui fume. Ça fabrique ça. On vérifie les fautes. On voit bien. Ça fait... Ouais, elle fume. Je lui ai dit que j'étais à l'oiseau qui sort. Des gens qui sortent un peu comme ça. Je suis en train de former. Hey, il continue là. Il y a le bois qui fait ça, monsieur à côté. Qui gauche, pardon. La carte des vents à 10 mètres, représentée par les petites barbules. Donc, à différentes classes, on peut avoir les barbules simples et puis à plusieurs petits traits. Et puis les flashs de couleur qui sont l'intensité du vent en rafale principalement. Ah oui, là, quand c'est rouge, c'est bon ça. Oh. Quand c'est Bordeaux, c'est encore Là, c'est mieux. le 27 décembre, hein, donc on imagine ce que c'est. Ça doit être plus un coup de vent, on va pas parler de tempête, ou des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h sur la base de Normandie, la Bretagne et la Haute-Normandie. Puis à l'intérieur des terres, on va aller de 70 à 60 km/h et on voit que on va dire, le barbare, le derrière des barbules indique la direction du vent. C'est trop, je me casse. Ça vénère. Mais toi, à ma place, tu verras pas ta tête. Bon, le cerveau sud-ouest. Quand ces barbules vont quand les barbules par exemple vont tourner autour d'un même axe et que d'autres barbules vont partir dans un autre sens, ça va prendre le nom de convergence. Et en altitude, ça va être quand les barbules vont partir d'un côté et d'un autre, et c'est ce que l'on appelle la divergence. On verra ça un peu plus loin. Là, alors, la carte de la température potentielle équivalente, donc la θE, et puis la pression au sol, représentée par les lignes blanches qui sont les isobars. Les lignes un petit peu plus fines en gris, qui représentent la température que la particule prendrait au moment de son ascension dans l'atmosphère sans échange thermique avec l'environnement. Et donc, cette carte aussi, on l'utilise pour le tracé du front. On fera plus fort. Et puis, eh bien, on va suivre selon une particule, savoir si l'orage pourra être fort ou pas, tout dépend de la température de cette particule. Ah oui, là, j'aime bien. J'adore cette carte. Bon, le lundi 9 juin, tout le monde se rappelle. Donc là, c'est la carte Capelli. C'est qu'un paramètre, hein, ça ne va pas déterminer si l'orage sera violent ou pas. On peut avoir les lignes blanches sont les indices de Lie, donc soit positif soit négatif. On dit que
stabilité, quand, justement, on est en dessous du 0 Kelvin, du 0 K en lit. Et quand on atteint des valeurs très négatives, comme 6 moins 13, ça signifie que l'orage risque d'être pas très violent. Et puis les plages de couleur jaune, rouge, noir, c'est l'intensité en joules par kilo qui peut être émise par l'orage. L'échelle va de 0 à 4500. Là, l'échelle a été complètement dépassée. On peut avoir une instabilité à 5000 joules. Et il va falloir quand même des déclencheurs, vu que cette carte n'est pas primordiale. Il va falloir des déclencheurs tels que des anomalies de Foucault, on verra après. Et il peut y avoir très bien une plage de couleurs comme ça, et puis avoir en fait un ciel bleu. C'est pour ça que je dis que cette carte n'est pas vraiment très primordiale. Alors, je suis la deuxième partie. Ah bah oui. Hein. Donc la CIN, qui est la convective inhibition, exprimée aussi en joules par kilo, c'est l'énergie qui est nécessaire pour que la convection soit aboutie ou pas. On va prendre par exemple, toujours pareil le lundi 9 juin. Donc ça, les plages ici, c'est l'intensité en joules par kilo en valeur absolue. Et donc si par exemple on a ça en matinée et que ça se dissipe au fil de la journée, on va avoir ce que l'on appelle un couvercle, et ce qui va permettre à la convection de bien prendre. Or, si c'est encore en journée que ça ne bouge pas, que ça reste à ces valeurs-là, il faut se dire qu'on va avoir du mal à ce que la convection arrive jusqu'à maturité, jusqu'au lunabus, voire même jusqu'au congestus, qui des fois a un peu de mal. Et donc, les indices prévus ne vont pas si la CIN est présente toute la journée. Si c'est le matin, ça pourra faire effet de la couvercle. La carte de la Storm Relative Helicity, donc qui est en abrégé SRH, toujours la même situation le 9 juin, c'est une mètres par seconde. Et en fait, c'est une mesure selon un axe de tourbillon horizontal, et ce qui est calculé en un point donné, sur n'importe quelle zone de la France, mais qui n'est pas basé sur la force du vent en réalité, mais qui est en considérant le vent qui est relatif au déplacement des cellules. Donc selon les déplacements d'une cellule, entre 0 et 3 km, ça va être entre le sol et principalement la base. Donc si la base sera entrée en rotation ou pas selon la valeur, plus elle sera élevée, plus la rotation sera marquée. Voilà. Je vais expliquer simplement. Donc les vitesses verticales, là on va entrer un petit peu plus dans le détail. Les lignes noires, grisées ou noires selon leur diamètre d'épaisseur, indiquent donc la pression d'altitude à 700 hectopascal, qui est autour de combien de mètres déjà? Bonne question. Donc ça doit être, c'est à 700 hectopascal. Et là on va différencier plusieurs zones selon l'indice qui sera positif ou cela qui sera négatif. Donc on va déterminer les zones d'ascendance et de subsidence. Les ascendances sont repérables par une valeur négative, en rouge noir, et puis les éléments de subsidence vont être caractérisés par des valeurs plutôt positives. Et cette carte, il faut la coupler avec l'humidité à la même altitude, donc à 7 hectopascal. Donc si on pourra prévoir le retour d'éclaircie avec l'arrivée d'air sec et de subsidence qui sont les plages noires et bleues. Et sinon, si le temps va s'empirer, si on a des ascendances noires et rouges, et si l'humidité en altitude arrive également en même temps que ces ascendances. Le tourbillon absolu à 500 hectopascal, donc vers 5000 mètres, est un paramètre beaucoup plus complexe, mais ce sont deux mouvements qui sont combinés sur une seule carte.
Donc, les cisaillements du vent qui sont très utiles pour la structuration du tourbillon horizontal au sol. Et celui-ci, par les ascendances, va être soit ramené vers le haut, qui va pouvoir nous aider à créer une convulsion, une situation instable, ou tout simplement, s'il n'y en a pas et qu'il y a juste des zones de subsidence d'air plutôt calme, d'avoir justement un temps calme associé à cela. On a aussi, donc, on peut différencier les zones de ce qu'on appelle talvège ou dorsale. Le talvège, c'est un axe de basse pression qui s'étire du nord vers le sud en altitude, et puis les dorsales sont les hautes pressions qui s'étirent du sud vers le nord, pareil en altitude. Alors, on peut aussi différencier les zones de divergence et de convergence. Donc quand on a une diminution du tourbillon absolu, c'est-à-dire vers les 5 voire moins 10, donc ça sera plutôt une zone de divergence. Et or, si on augmente dans l'échelle, on va plutôt l'associer à un flux convergent qui sera plutôt très utile pour le développement de cellules orageuses. La carte du... Alors là c'est la carte 1,5 PVU. J'ai pas eu la 2 moi j'avais la 1. Et puis l'altitude géopotentielle exprimée en décamètres et le vent supérieur à 55 nœuds en kilomètres. Donc sans trop rentrer dans les détails, les plages ici en bleu-violet sont des zones de basse anomalie tropicose qui sont associées principalement à des ascendances et ce que l'on appelle des forçages. Ces forçages vont venir aider la convection, si bien sûr elle prend un vent, et c'est ça qui va faire aboutir la convection jusqu'au cumulonimbus et puis jusqu'à l'orage. Or, si on est dans des plages de couleur plutôt jaune ou rouge, on sera dans des anomalies thermiques qui peuvent être juste à l'avant des forçages et qui peuvent être aussi un bon facteur pour enclencher la convection jusqu'à l'orage. Et puis on peut coupler cette carte selon une image satellite qui est le canal vapeur d'eau. Et les zones qui seront en noir indiqueront justement ces zones de forçage qui aideront la convection. Alors, ça va être plus court parce que c'est un terme un peu complexe. Mais c'est pour montrer aussi comment ça se passe à l'intérieur d'une prévision des orages. C'est pas si facile que ça. Donc là, on a une carte avec le trait noir épais au milieu. C'est la latitude à laquelle on va voir les autres cartes qui vont arriver après. Donc les plages bleues qu'on voit ici sont les zones de précipitation. Les petits icônes en cercle, c'est le temps sensible. Donc on va voir justement ça après. Et puis on a les lignes blanches qui sont la pression au niveau de la mer, et puis les lignes noires qui sont la pression en altitude. Donc cette carte regroupe, là c'est sur la ligne verticale et non horizontale, c'est sur la verticale, donc selon l'axe 48 degrés de latitude nord. Et donc on va avoir la température, le vent et l'altitude par rapport à la tropopause. Donc ici, là on a la pression selon l'altitude, donc 1000 hectopascales ça correspond au sol. Plus on monte et plus la pression va diminuer. Donc les petites barbules là qu'on voit en noir, c'est bien sûr le vent. Donc derrière ces barbules indiquent la direction du vent. Ensuite les petites lignes pointillées que j'ai mal à voir, mais en forme de zigzag, et la température. Donc au sol, on va dire qu'on a une température autour de 16 degrés. Plus on va monter, plus la température sera froide, comme ici, moins 55 degrés, autour de 300 hectopascales. Et donc la ligne qu'on voit là, en gris, c'est la tropopause. Et selon son inclinaison, on va appeler ça un décrochage de tropopause, qui va justement avoir quelques conséquences sur les orages. Alors, les vitesses verticales, encore une fois, avec des champs de divergence du vent horizontal. Les
là, on va avoir des lignes qui sont des vitesses, qui représentent les vitesses verticales négatives, de l'air ascendant, très utile pour la formation des orages. Et puis on va avoir des vitesses verticales positives qui vont indiquer un air plutôt sec, plutôt calme. Donc plus on va avoir d'air ascendant, plus on va avoir de prédiction de potentiel orageux. Et plus la valeur sera positive, et plus le temps sera calme selon un axe de longitude de 15 degrés et 30 degrés est. On va avoir aussi, donc, toujours pareil, la tropopause. On peut le voir qui est associée à des ascendances tout le long de la verticale. Et puis les flèches blanches sont la direction du vent. Le noir, ça dépend, on a des petites flèches noires là aussi. Donc là, c'est pas des barbules, c'est pas des petites flèches. Donc là, on voit que ça descend pleinement du décrochage de tropopause ici. Et puis, tandis qu'au sol, on voit bien les ascendances qui sont des mouvements verticaux qui se dirigent vers le haut. Alors, l'humidité relative couplée avec la température potentielle, donc le θE. On a ici le temps sensible, donc je connais plus trop les icônes, à part celui-là qui dit que c'est l'icône de l'orage. On va voir juste autour la grêle. Et puis selon le cercle, s'il est couvert aux 3/4 de demi, ça va donner la couverture nuageuse. Ici, on n'a pas le décrochage de tropopause, mais les décrochages comme ça sont associés aux invasions d'air stratosphérique. Donc un trou qui s'effectue au niveau de la tropopause et qui va faire descendre de l'air froid dans les hautes couches et les basses couches de l'atmosphère. Et au sol, on va avoir ces lignes qui sont de la stabilité statique, qui selon plusieurs lois, comme la loi de Laplace et de Planck, va nous aider à déterminer l'intensité des orages. Toujours pareil, la température potentielle et puis la masse nuageuse, très utile, on retrouve toujours la ligne de tropopause. Les lignes noires ici donc, est associées à la température. Donc la température cette fois d'une particule d'air en ascension. Et puis on va avoir les lignes pointillées en noir et grisâtre, qui sont les nuages convectifs, qui vont nous permettre de savoir les zones où il peut y avoir convection ou pas. Et puis les lignes blanches, ce sont des nuages de type stratiforme, donc qui peuvent accompagner de pluie ou alors seulement de quelques nuages de haute altitude préférentiellement. Alors là, ça concerne plus simplement les températures selon ce qu'on appelle un terme d'advection. Toujours pareil, la tropopause ici. Et on va avoir des petites lignes qui correspondent à de fortes advections de tourbillons, selon les vents en flèche. Donc plus les lignes seront resserrées, plus les advections seront fortes. Donc ça sera un signe de dynamisme. Ensuite, on va avoir tout ce qui est advection positive de température ici, qui est associé au mouvement ascendant, donc les particules dans l'atmosphère. Et puis les advections négatives de température correspondent au mouvement descendant, et donc au mouvement suivant qui indique que le temps sera plutôt calme. Donc des petites flèches qui constituent la direction du vent, mais principalement des ascendances qui se dirigent vers le haut et les descendances qui se dirigent vers le bas. Donc là, on va des définitions employées. On n'a pas encore employé le gradient thermique verticaux, mais c'est une variation de la température selon la verticale et non l'horizontale. Et généralement, dans une atmosphère standard, ça varie plutôt selon 0,65 degrés par 100 mètres. Or, si l'atmosphère est instable, ça peut aller de 1 à 3 degrés tous les 100 mètres. Ça dépend du type d'atmosphère, si elle est stable ou instable ou tout simplement standard. Et dans l'atmosphère, on est généralement de l'ordre de 6,5 Kelvin par kilomètre, qui est moyen à utiliser pour avoir la température en Celsius.
Les anomalies et les repos sont responsables des forçages d'altitude. Donc comme je le disais, c'est associé, on va dire, d'un décrochage de tropopause, justement. Et c'est l'air sec de la stratosphère qui va descendre. Et cela, comme je le disais tout à l'heure, va aider la convection à évoluer jusqu'à l'orage. Donc les mouvements ascendants sont les mouvements d'une particule en direction de la haute atmosphère. Et puis les mouvements subsidents sont les particules qui se dirigent vers le sol et qui sont responsables d'un temps plutôt, on va dire plutôt calme, selon les conditions qu'il y aura en altitude. Voilà. Les mouvements descendants, donc le contraire des mouvements ascendants, sont les mouvements qui descendent en direction du sol, c'est associé au temps calme également. Et on va avoir la convergence. Donc en fait, c'est un flux au sol ou en altitude qui va se rencontrer et monter selon une verticale. Et donc c'est une convergence des vents qui va nous aider d'une part à pouvoir lui donner des endroits où il peut y avoir convection. Les Dalberg sont des axes de basse pression en altitude. Et puis donc, les dorsales, ce sont les axes de haute pression. Et la force de Coriolis, donc c'est une force de très grande ampleur qui est en fait la déviation d'ouest en est des alizés et puis des centres d'action. C'est pour ça que dans l'hémisphère nord, les dépressions prennent un rail d'ouest en est, donc généralement de Terre-Neuve jusqu'en Scandinavie, alors que dans l'hémisphère sud, ça va plutôt aller de l'Australie en direction de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, en allant de droite à gauche, et dans l'hémisphère nord, de gauche à droite. Pardon? C'est ta partie. C'est à moi. C'est parti. Sur le terrain, on a là des images satellites. Des observations. On a dit là, observation. D'accord. Oui, c'est moi. Alors, comment s'organise une chasse aux orages? Ça aurait été mieux à l'orage. Ouais, mais Alors, dans un premier temps, Il chipote. on va regarder le modèle météorologique. Quand on voit qu'une instabilité est prévue une semaine à l'avance, on va surveiller au fil les réactualisations pour voir si Bah, il y a encore des nerfs rapport avec. on a toujours l'instabilité prévue. 5 jours viennent de passer. C'est carrément une histoire. oui, bah oui. Il reste 2 jours. Après une dégradation, C'est carrément une histoire. il reste 2 jours. C'est une histoire pour nous endormir, Voilà. c'est ça? Il reste 2 jours à la dégradation orageuse. La situation est confirmée. Les orages parfois forts doivent remonter jusqu'au orage potentiellement accompagné de grêle et du risque de On la connaît par cœur celle-là. tornade. Bon, bah, on va donc regarder par rapport au modèle d'une zone géographique pour pouvoir observer et prendre des photos de l'orage tout en évitant la zone de crise, mais aussi les zones à risque en cas de tornade, etc. Il faut surtout éviter les chemins de terre, les earthroads, en l'occurrence, puisque en cas de pluie, il ne peut pas se retrouver coincé dans un chemin. Putain, les salauds, les salauds. Car on ne peut pas savoir ce qui peut se cacher sous l'orage. Cependant, Alors attends, peut-être, on sait. Ah voilà. Comment se préparer pour une chasse? C'est la même chose. Il faut bien entendu une voiture. Pas un vélo. Bien entendu, une bonne voiture. De préférence, une bonne voiture. Qui roule de préférence. Après, bien sûr, il faut de l'argent. C'est notre banquier. Pour l'acheter, on sait très bien que c'est assez cher. Décidément, tu vas nous faire garagiste et banquier. Banquier et garagiste en même temps. Une simple voiture. C'est à 1 mètre. Mon équipement pour pouvoir éventualiser le moment de l'orage, il faut Du courant, un APN, voilà, un réflexe, au moins 1 ou 2 objectifs grand angle et petit angle, parce qu'il y en a qui s'y connaissent, un trépied pour pouvoir assurer la stabilité de l'appareil, pour ne pas avoir des photos floues, par reconnaissance de cause, en plein jour, avoir un détecteur de foudre, en l'occurrence celui de M. Watt, et en faisant de bons réglages sur votre appareil photo, pour que la photo soit prise au bon moment où l'éclair tombe, et de nuit une simple pause d'onde il n'y aurait pas du prix soit
Un peu. Avoir aussi de préférence un cache. Pourquoi? Pour pouvoir protéger la Je suis un... s'il y a pas, par exemple, un espèce de secours, on ne sait jamais, hein, au cas où si on se fait frapper par la foudre. Au cas où si on se fait mal, attention. Si on tombe, on va comment? Là, et aussi une lampe torche. Bon, c'est pareil. En cas de problème avec la voiture, en pleine nuit, un flanc. Et ce qui est aussi primordial, c'est un ordinateur portable pour pouvoir suivre les images, radar et satellites, pour pouvoir envisageusement les déplacer, les étudiants, ou pas. Voilà, vas-y, à toi. Ça n'a pas marché. Non. Comment se préparer pour une chasse aux orages? Ça fait pas? Non mais t'es sûr que t'es sur la bonne souris? Ah non, mais C'est là? non, c'est Non, à droite, à droite, à droite. Voilà, c'est bon. Comment se forme l'orage? Observation des nuages sur le terrain. On sait qu'un orage se forme par l'ascendance d'une particule en direction de la haute atmosphère. Une fois son équilibre atteint, le nuage va arriver à maturité. Mécanisme de la formation du nuage du cumulonimbus, qu'on connaît tous. Les ions se forment présents à l'intérieur et va créer les éclairs et les flux qui peuvent donner parfois naissance aux tornades. Ce qui est le cas des supercellules. Attention, ce n'est qu'un extrait de la formation d'un orage. Sur le terrain, on observe ça avec le nuage et leur évolution. Prenons une situation de force orage annoncée. Le matin, on va commencer à avoir un voile de nuages, cirrostratus en l'occurrence, qui va ensuite se dissiper, mais là, on va avoir l'apparition d'Altocumulus castellanus, donc t'as vu à la fin, toi, et ces nuages j'en étais sûr. Ces nuages sont très souvent orageux. Le mécanisme de convection est aussi, et donc en cours d'instabilité, et commence à naître des altocumulus qui vont ensuite évoluer en cumulus. En particules ne trouvent pas encore leur point d'équilibre, dont le cumulus continue de monter. Et pas un congestus. Il commence à donner donc des averses, parfois soutenues, et quelques coups de tonnerre. La particule va continuer de monter, le nuage commence à s'étaler et il devient cumulonimbus, l'orage est en cours. Commence à s'étaler, c'est une enfume. Il fait des petits cycles là-dessus, d'accord. L'orage est en cours. Il produit des très fortes pluies et de beaux éclairs, essentiellement de nuages seuls, voire intra-nuageux. On a plusieurs éclairs qui détaillera plus loin, avec aussi les différences organisations convectives d'un orage multicellulaire. Point. La grêle commence à apparaître et son diamètre est estimé à 3 cm de fort. Diamètre. Fort. Jusqu'à 90 km. Avec bronches à terre. On parlera aussi plus loin des différents types de rafales, dont la descendante, et l'échelle de l'intensité des tornades, la Fujita. L'orage ne produisit pas de tornades dans notre imagination pour ne pas compliquer les choses. Point. L'orage s'évacue et les derniers éclairs se produisent. Les dernières gouttes tombent et à l'arrière de l'orage, le gros mammatus, il y a deux M. Un nuage en forme de mamelle, dû à la présence de fortes animaux. Les mamelles de vache. Donc d'ailleurs, quelqu'un nous expliquait tout à l'heure. On va savoir comment l'orage s'évacue. Et le temps devient plus calme. On ne voit plus que l'enclume et les nuages indiquant la fin de l'orage et la dégradation orageuse. Place aux éclaircies. Voilà, donc l'image satellite montrant donc celle-là, elle est pour nous, des orages monocellulaires. Donc on peut voir déjà quelques-uns là. Donc ça, c'est... Là, voilà. L'image radar. On voit déjà l'interpolation avec l'image satellite. L'image radar, donc déjà, sur l'Eure-et-Loire. C'est pas grave, j'en veux pas. L'Eure-et-Loire. On peut l'apercevoir aussi en cours dans la... C'est quoi, c'est la guerre? Non, c'est la Côte d'Or. Et aussi sur l'ordre, donc forcément dû au
On peut continuer. Donc ça, c'est les monocellulaires. Donc il n'y a aucune... D'ailleurs, on verra un graphique tout à l'heure que j'ai fait. Oui. Il n'y a aucun... Suivant. Suivant. Passe... Suivant. Orage multicellulaire. On appelle plus souvent. Oh non, Florian. Oh non. Donc là, la France. Bon. Oh, c'est une logique. Là, région centre, région sud-ouest, voilà. Région nord-est, centre-est. Donc là, on aperçoit en l'occurrence là. En fait, en bas, tu as un système multicellulaire qui va falloir aboutir en MCS, sauf que et il n'a évolué qu'en un multicellulaire. Et puis, on peut voir aussi d'autres régénérations derrière. Mais la grosse masse pluvieuse qui est ici s'est fait rattraper par une perturbation ici. C'est pour ça que cette masse n'a pas évolué jusqu'à l'orage géant. La suite, monsieur Hasbrook. Oui. L'orage supercellulaire, celui qu'on aime tous. Vous voyez encore une fois, donc bien entendu, la France. Et donc là, la ligne par elle-même. Tu vas nous expliquer, parce que je voulais pas expliquer multicellulaire. Et un petit orage en Franche-Comté. Alors, une petite cellule isolée en Franche-Comté. Une petite cellule isolée en Franche-Comté. Donc les orages cellulaires, Toi aussi, t'as compris? Oui, oui. Laisse-le. Ils sont caractérisés par les radars, par de fortes intensités géométriques. C'est selon ces radars qu'on va réussir à se regarder soit à l'avant ou derrière pour avoir les structures. Et cette fameuse cellule en forme bizarroïde, c'est plus que bizarroïde. C'est bon. C'est plus que bizarroïde. Devant, des sortes de petites boules monocellulaires qui prennent un peu. Il y a tout le système là. La suite, monsieur. La suite. MCS, donc c'est pas mésoscale, c'est mésocale. Mésocale convectif système. Tu vas nous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça déjà. Voilà, donc c'est très bien. Eh ben, il faut étudier un peu, hein. Non. Donc là, on a effectivement ce MCS qui s'étire du Périgord en remontant, on va faire vite des diables. Jusqu'à la région centre, en passant aussi un peu plus. Tiens, voilà. Si tu veux les mettre devant. Là, il n'y a plus rien du tout. Il y a une coupure chez TF. Blackout. Donc la température du nuage aussi, on peut la voir. C'est glissé. Donc là, on la voit. L'échelle. Donc on va qualifier un MCS, ce sont les critères de Maddox. Donc si la température n'est pas supérieure à moins 50 degrés, on dira que ça restera une superficie classique et non MCS, QLCS. MCC, voilà. On continue, ça doit être le MCC d'ailleurs, monsieur Hasbrook. Oui. Ah. D'ailleurs, je crois que je me suis pris au boulot celui-là. Eh ben non, du tout. Alors, avec la super cellule que j'avais fait photographier. Donc là, MCC, donc mésocale convectif complexe. On ne sait toujours pas pourquoi ça serait fait. Donc là, Pays de la Loire jusqu'en Gironde, et puis un mois de juillet, sur les Ardennes. Tu vas nous expliquer. Mois de juillet, petite connexion. Devant le gros MCC, derrière la cellule à maturité, et c'est ici qu'on va avoir une autre forme qui va après, qui est la forme Derecho. J'ai toujours dit forme Derecho, donc un peu en forme alors, tu peux m'expliquer c'est quoi ça, cette petite bouche? C'est le Lagos. C'est plus simplement l'inverse. Non, même pas. Non, c'est une instabilité. C'est un nuage réel. Sur les cours par chérographie possible. Pas de classification associée. Divergence de vent. Qu'un sinus. Merci. Monsieur Hasbrook. Oui.
Non, mais il est très bien. Ouais. Oh, Oh, là, putain. là, là, Oh, là, je dis c'est donc génial. le terrain chaud. Voilà. Eh, il est pas du tout. Tire un coquillage, Je encore une fois. Ah bah oui, bah c'est toi, c'est ton graphique. Ah, vous avez les écueils. Aux États-Unis, ça. Donc le direction de sa forme bien sûr. Voir aussi au radar évoluant de différentes envergures. Et qui sont accompagnés. Alors, les directions les qualifient selon 3 militaires de rafale par une distance de 63 km qui les sépare. Donc, quand on a 3 rafales qui sont supérieures à 63 km de différence, on pourra parler de direction à ce moment-là. Monsieur Hasbrook. Oui, oui. Bah, moi, je vais en profiter pour dire au revoir à tout le monde. D'accord. Très bien. On passera au LEWP après. Bah ouais, bah demain, du coup. Non, moi, je pense que demain, c'est fini. Je rentre à Metz. Demain, je suis à Strasbourg. Ah bah bon Demain, courage. je rentre à Strasbourg. Salut, c'est super. Merci de m'avoir invité. Le mal de avec vouloir. Petit, gros, machin. Bon, bah c'est excellent, attends, c'est pas encore fini, il manque encore. Salut mon grand. La Rouédotte, hein. Moi surtout. Et une prochaine, maman, j'ai une photo. Non, on t'aurait envoyé la poste. Non, bah, vous les gars. En tout cas, bon retour à toi. Merci. C'est Fred qui t'emmène. Ouais. Moi, j'ai rien, ne vous inquiétez pas. Merci, c'était un plaisir de te revoir. Sous le feu des projecteurs. On se voit à Paris de toute façon. Tout à fait, je vais en parler. Ouais. Mais franchement, même dans le monde, ça fait bien. Encore mieux. Franchement, il a bien bossé. Non, ça y est, ça peut pas durer tout seul. T'as vu le nuage là, comment il éclaire bien la Floride. T'as vu comment ça éclaire bien là, tout ça. Oui. Ça flash, hein. Justement, ça va me faire le tu me l'envoies. Ouais, non, mais ça me permet de le On peut continuer. Très bien. J'allais en à la prochaine. En tout cas, bon courage. Parce que ça, la répétitivité va être Donc là, nous sommes, rien du tout, on va expliquer les orages dits LEWP. Tu lui expliques Lep. ce qu'il fait de Ouais. On dit lep, on dit pas une. Ouais. Bon, LEWP, c'est quasi linéaire. Moi, j'ai même pas. Donc c'est des orages quasi linéaires, donc on peut voir aussi là, donc qui s'étirent du Tarn, allez, vas-y, on va faire péter le Tarn, du Tarn jusqu'au montant du massif central, ça va même plus haut, jusqu'aux Ardennes. Petite anecdote sur ces images-là, nous étions ici. Voilà. Donc du côté de Chaumont. C'était d'ailleurs un fleuve, mais bon, c'est pas grave. On attendait forcément ceux-ci qui remontaient du sud, de l'ouest. Et arrivé sur Chaumont, magnifique, on installe nos trépieds, nos boutons. On rencontre. Et du coup, là, on attend 1 heure, 2 heures, et là, plus rien, plus aucun éclair, que de la pluie. Ainsi, un congé sous qui sont en mode sud. C'est une belle ligne. Quelques éclairs, je pense qu'il y en a un qui sont chez dessus, on se voit. Quelques éclairs dont moi j'ai essayé de reprendre et on a été cramés toutes les deux tellement que les impacts étaient puissants. Soit des. D'accord, des positifs. On peut continuer? Oui, si, c'est ça. On peut dire supervolt, hein. On s'en fout. On s'en fout. À Sourcy, c'est pareil, ils sont la même chose. Alors, les conséquences d'un orage. C'est excellent parce que lors d'un orage, l'on peut se faire toucher par la foudre directement, par la tension de toucher ce qui est le fait que l'on touche. Oh, j'ai entendu mal. Franchement, tu les trouves. Je la refais. Lors d'un orage, l'on peut se faire toucher par la foudre directement, par la tension de toucher ce qui est le fait que l'on touche un objet conducteur dans ce cas-là. C'est toi qui écris ça? Non. Tu rigoles? J'ai fait la partie des conséquences de la tornade. J'ai observé, j'ai failli m'attaquer. Bref, le courant traverse tout l'organisme. Oui, le On courant, a il aussi traverse. des éclairs latérales avec des structures conductrices. Excuse-moi, mais j'aurais Tout. Ah, Il le temps traverse de le courant. ou la tension. Kevin,
Tu vois, c'est pas moi qui ai écrit. Ou par contre, sur devoir, avec l'exemple de la touche le sol. Ils sont pliés de là-haut. Oui, j'ai oublié un mot. C'est pas oublié. Voilà. Voilà. Et le courant soit réparti dans le sol. Tout cela advient sur des effets sur les humains, tels que sur la neurologie, d'ailleurs, la chironothérapie, ça il faut modifier. L'activité cardiaque, oui, c'est aussi tu fais, ça c'est cool quand t'es tout seul. Et on peut faire également des lésions cutanées, des brûlures. Qu'est-ce qui fait mal? Mais aussi des lésions oculaires. Ça c'est vrai, ça nous est arrivé pas mal de fois. Des dégâts, non c'est vrai, hein, auditifs, banal, hein. Des dégâts. C'est pas le même endroit en même temps. Peuvent être également occasionnés par l'orage, la foudre, la grêle, la pluie, l'inondation et engouement les eaux. Et aussi par le vent, rafales descendantes et micro-rafales. Conséquence d'une tornade, ça c'est moi, là je l'assume. Une tornade est classée en fonction des dégâts qu'elle provoque. L'échelle de Fujita de EF0, faible tornade qui tord les antennes TV et les tweets jusqu'à EF5, pouvant détruire une maison jusqu'à ses fondations. Nota, le terme mini-tornade n'existe pas. Et je le dis haut et fort, il ne fait pas partie du langage météorologique. J'achète. Voilà. Voilà, météorologique, voilà. Alors là, il y a mes trucs. J'envoie mes trucs. C'est toi qui l'as fait ça? Bah oui. Bref, schéma de la supercellule LP pour compléter au travail. Donc alors, apport de masse d'air chaud et humide, on est bien d'accord. Est-ce que vous appréciez mon graphique? Oui. Voilà. J'aurais dû faire un copyright. Alors, apport d'air chaud. Donc, bien sûr, le roulement, tatati, j'en passe, refroidissement, m'énerve avec tes oui, là, va t'asseoir plutôt. Le vélo. Et donc, bien sûr, la condensation. Donc, après, hein, ça va. Et donc là, vu que c'est du LP, donc il faut d'ailleurs dire que dans les LP, c'est là où on peut mesurer les plus gros grêlons sous les supercellules. Eh ouais, comparé à ce qu'on pourrait penser sur les HP, les plus gros grêlons relevés ont été sous des LP uniquement. Bah, il faut amener un joueur de tennis au moins. Voilà, au moins, tiens, Ménimo Respo. Alors, et là, donc la partie 2 que j'ai. Voilà, c'est les précipitations sur la droite. Thibaut? Oui, oui. Oh non, Je discute en même temps. oui, je vois ça, c'est pas grave. C'est quoi ce gros gugus là? Alors, C'est parti. Eh, gros gugus, t'arrêtes? on continue. Ah, faut cliquer sur la flèche. Oh, super joli. Ah bah oui. Voilà. Kiki, c'est la fête. Cumulonimbus. Voilà. Tu es d'accord avec moi ou c'est un cumulus? Non, moi je dirais un Cyrus. Un Cyrus, voilà. Ah, l'enclume. Donc l'enclume, Ah, c'est une bête. apport d'air chaud de Tu vas chaque te faire enclure. Donc forcément, est-ce que, me semble-t-il, alors là par contre, hein, là-dessus, je sais que tu es calé là-dessus, hein, Ah il bon? y a des grêlons aussi gros que mon poing là-dedans. Ah oui, d'accord. Encore celui qui me fait chier quand Je il crois qu'il allait est dire aussi gros que moi. Oh non. Si tu as envie de dire quelque chose, d'ailleurs Fabrice, à ce sujet. Moi, ce que j'aime bien, c'est presque une supercellule parce qu'il est alimenté par les deux côtés. Donc, tout à fait. au milieu, mon avis, il a dû avoir des coups de foudre qui ont sorti d'ici. Ouais, À mon avis, non? je pense. C'est qui l'a pris cette Ah bah c'est une très bonne question. Hein. C'est toi? C'était actif, il n'arrêtait pas de grogner celui-là. Ah, ok. À mon avis, ici, C'était on plutôt avait possible des que ça soit grêlons plus un multi qui faisaient qu'une super mon cellule. point. Voilà, c'est pour ça que je parlais du point tout à l'heure. Combien il se faisait en diamètre? Je disais que je pensais plus que c'était un multi qu'une super cellule. Ah, et On sait ton que- explication? Parce que moi, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un apport de chaque côté. Ici, ce bouillonnement est quand même typique C'est l'alimentation, formation supercellulaire. Là. Et il faut Ah, noter. mais il y a un autre là-bas, c'est Voilà, plutôt ce comme que on tu est en as train dit. de montrer. Là, c'est par contre, c'est pareil. Mais il est bizarre ce cumulonimbus. Très bizarre. D'ailleurs, t'avais. Il a fait du suspecté surplace. un peu supercellulaire. Est-ce qu'il était. Ah, ça vient d'Internet, je comprends mieux. Est-ce qu'il faisait du surplace? Il avançait pas beaucoup, apparemment. Parce que ça vient de... Eh, en plein milieu Qui là. c'est qui l'a filmé? Oh merde. Ah, je crois que c'était toi qui étais sur l'orange là. Non, non, alors ça c'est moi. On va aller plus vite. Hein, donc voilà. Vous, c'est une belle bête ça. Voilà. C'est quoi les blancs blancs? Donc alors. Non, c'est pas la SNCF, c'est SCF déjà. Alors, ça a été fait le 21 juin 2012. Donc là, pareil, hein, des gros orages étaient annoncés. Il me semble que d'ailleurs, tu l'as vu. l'orage à Madine, où Tout on à a fait. fait des grêlons. J'ai rarement vu un phénomène de fou pareil. Surtout qu'on a eu deux supercellules à la queue leu. Le deuxième est encore C'est pas pire. mal, ça va être. Moi j'étais avec Frédéric à Saint-Aubin Ouais. et j'ai rabattu chez moi, j'ai dit heureusement que je n'y ai pas resté.
parce que tous les bagnoles sur un rayon de 800 mètres sur 2 km étaient brûlées. Il y a eu de la casse, hein. Une bagnole explosée. Ah oui. Donc là, sous ce nuage, il ne faut pas compter cette partie donc, pluvieuse, je parle uniquement de celui-là. Donc là, en dessous, donc moi j'étais en dessous, je sais ce que je dis, j'ai eu des grêlons gros entre 4 et 5 cm. D'une balle de golf, ouais, ça a bien défoncé la carrosserie. Hein. C'était du côté de Nemours d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent en Seine-et-Marne. Oui. Et donc là, pareil, hein, des petits orages locaux qui étaient annoncés, mais vraiment locaux, hein, c'était très local hein, de base. Et au final, on s'en est tapé 3 dans la journée, hein, donc c'est pour dire que c'était très local. Et donc, je suspecte d'ailleurs, pour moi, je sais pas, après vous allez me dire ce que j'en pensais, parce qu'après il y a une petite rotation là, justement, juste ici. Moi, je pense que ça a eu quand même un aspect supercellulaire. C'est une super cellule. Voilà, C'est une super cellule. On est bien d'accord. On le voit au fond, Romain. Dès l'instant Il y a que tu as un rouleau compresseur comme ça et un bouillonnement qui part dans les cirrus de la couche de l'autre orage, moi on me l'a dit, c'est Météo France. Hein. On dit dès l'instant que ça fait exactement ça, c'est une super cellule de l'office. D'accord. Il faut le filmer, puis après tu visionnes, tu vois qu'il part comme ça. Okay. Mais là, elle a la gueule d'or. Hein. Ah oui, c'était du côté de Nemours. Parce que moi je le revois parce que je le vois ici. Ah oui, à la base. Oui. Ouais, puis d'ailleurs, Normalement, après, on n'est pas connecté à Normalement, Internet. après, ça se confirme sur les images radar. Hein. Ouais, mais- Oui. Si t'as l'image de celui-là, ouais. Est-ce qu'on a autre chose, Thibaut? Moi j'ai un monstre comme ça, là je prends ma bagnole, je vais jusqu'au bout de la France, du tour du monde, je sais pas, mais je le suis. C'est pas la L'année suite. dernière on a été emmerdé parce que le 21 juin, là, on avait eu ce qu'on appelle une basse-couche nuageuse, des alvéolus qui ont venu sous l'aspiration, donc on était complètement noyés, on ne voyait rien, que des lueurs. Et on s'est fait piéger comme ça. Et ça c'est triste hein, quand on chasse, quand on a les super cellules et puis que d'un seul coup tu as les actocumulus qui dégoulinent. Ouais. Alors là t'es coupé du Du coup, monde. ça. Un peu style là, hein, presque. Donc là, ce n'était pas orageux du tout. Non, C'est pareil, ce qu'on peut penser. ça. C'était pas du tout orageux. Il s'agit pour moi, je pense que c'était un orage qui a essayé de prendre, mais au final, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu du tout de tonnerre, pas eu du tout d'impact de relevé, que dalle. Donc là, c'est du côté de Fontainebleau en Seine-et-Marne, donc encore une fois, la Seine-et-Marne, j'aime bien. Donc là, forcément, on reconnaît tous la forme de. Très bien, c'est ça que j'aime. Là, on a. Ça y est, parfois et puis un peu par là. Et donc là, voilà, une petite averse, mais c'est vraiment pour montrer par rapport à l'air chaud, l'étalement au niveau de l'air chaud, donc dès que ça arrive dans votre atmosphère, ça tu peux me confirmer aussi, Fabrice aussi. Je pense que tout le monde va vivre ici. Voilà. S'il y a de traîne, c'est très. Et donc là, forcément, et après ça essaye de se tourner avant, donc ce qu'on appelle, c'est souvent dans notre cas ça. En Seine-et-Marne et puis en Ile-de-France, souvent on a les orages dans la région centre et puis ils sont en main d'avant. Avec les poussées de stabilité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Après, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit et ce qui a été dit? Il y a des questions? C'est bien, c'est très bien.